Bonjour à tous. On va y arriver. C'est un vrai plaisir pour moi donc, de venir vous présenter ces deux topos. Je vais devoir enchaîner les deux topos d'un seul coup, mais on a tout le temps qu'il faut pour discuter des éléments, puisque je vais devoir ensuite vous quitter. Donc mes conflits d'intérêts, je suis président d'une association de jeunes néphrologues en France. C'est important de le mentionner parce que je pense qu'on a des conflits d'intérêts avec la majorité des industriels qui ont fait des projets. Donc il faut juste savoir qu'effectivement, je ne suis pas dénué de tout lien. L'insuffisance rénale aiguë, on reprend une définition très classique, la diminution brutale de la fonction rénale avec une diminution de la fonction d'épuration du rein. Et puis la définition internationale des 48 premières heures qui est autant sur la créatinine que sur la diurèse et qui répond à ce qu'on connaît dans notre exercice quotidien au jour le jour. L'insuffisance rénale aiguë et notamment l'insuffisance rénale aiguë en réanimation, j'ai la double casquette à la fois néphrologue et à la fois réanimateur et j'exerce les deux dans mon exercice quotidien. C'est 5 à 10% des patients environ, plus de la moitié traités par épuration extrarénale. Et alors une mortalité voisine de 60%, mais il y a énormément de biais dans ce genre d'études. Et il y a beaucoup d'études justement prospectives pour évaluer quel est le chiffre exact. Les causes de l'insuffisance rénale aiguë, elles sont très variables. Et c'est bien ça qui fait que quand on s'intéresse au traitement non dialytique de l'insuffisance rénale aiguë, c'est extrêmement vaste. Et que le premier traitement non dialytique de l'insuffisance rénale aiguë, ça va être la cause de l'insuffisance rénale aiguë. Je ne vais pas vous faire une liste extrêmement exhaustive de l'ensemble des causes d'insuffisance rénale aiguë et de l'ensemble des traitements. Vous êtes tout aussi compétent que moi pour savoir traiter ces causes-là. Mais effectivement, l'objectif, c'est souvent de s'intéresser à quelle est la partie du rein qui est touchée. Et ça, cette question-là, c'est, je pense, le fond du problème sur traiter de façon, indépendamment de la dialyse, un patient atteint d'une atteinte rénale. Si je m'exprime plus simplement, c'est réussir à faire comprendre ce tableau à des gens qui ne sont pas du milieu néphrologique, c'est-à-dire à convaincre les autres médecins de vouloir travailler avec nous, ce qui n'est pas forcément évident. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas le faire, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas appris à le faire, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont faire au quotidien, et que de temps en temps, le simple fait de se dire que traiter une insuffisance rénale aiguë, ça vienne de leur organe, de la maladie sous-jacente, c'est quelque chose qui est loin d'être évident pour eux. Et donc c'est les relations qu'on va pouvoir avoir avec eux qui va généralement pouvoir réussir à faire passer le premier cap et parfois juste suffire à résoudre le problème. Maintenant, là je prenais l'exemple de la néphropathie pour les suprastiodés sur lequel il peut y avoir beaucoup de débats. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément le but aujourd'hui, mais c'est 7 à 15% des examens qui sont avec de l'iode, un sixième des patients en réanimation, plein de discussions autour de comment prendre en charge cette entité. Il y a même des discussions à l'heure actuelle sur est-ce que cette entité existe ou non. Enfin, le débat autour de ce processus pathologique est entier. Mais finalement, le vrai traitement et la vraie question qu'on se pose, c'est quelle est la manière pour le prévenir ou, si possible, ne pas faire d'injection d'iode. Et donc, si on prend un traitement standard d'insuffisance rénale aiguë non dialytique, puisque c'était ça le topo d'aujourd'hui, c'est des choses que vous connaissez et je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. C'est traiter l'étiologie, éviter les facteurs aggravants, contre-indiquer les néphrotoxiques, optimiser l'hémodynamique pour avoir une bonne pression de perfusion, rechercher et traiter les infections, adapter la posologie des médicaments, rechercher et traiter les complications hydroélectrolytiques et puis, on va dire, éviter la dénutrition. Là-dessus, on a fait une liste, on a exprimé beaucoup de choses. Maintenant, je ne suis pas convaincu de vous avoir appris grand-chose. Ce qui fait que moi, je vais m'intéresser à 2-3 éléments qui sont à l'heure actuelle, on va dire, pas forcément à la mode, parce que ce n'est pas une mode, mais sur lesquels beaucoup de gens s'y intéressent et qui peuvent avoir potentiellement un vrai impact sur la prévention en amont de l'insuffisance rénale aiguë et essayer par des modalités thérapeutiques de limiter l'impact, parfois même pour les autres spécialistes et les autres matières, sur notre organe. Donc, comment prévenir, combien, quels produits, quels sont les rôles et la toxicité de chacun de ces produits. Déjà, il y a une première notion, c'est la notion de fluid balance qui est apparue ces dernières années, c'est-à-dire la notion du fait que trop remplir, trop hydrater, alors même que nous, on court généralement derrière la déshydratation, on court derrière l'insuffisance rénale fonctionnelle, on a peur de voir qu'il y a une insuffisance rénale prérénale et qu'on n'arrive pas à bien perfuser notre rein. Et voilà, il y a pas mal d'études, et alors on
va beaucoup en parler devant les différents topos, mais c'est des études qui sont généralement faites chez les patients sceptiques. Pas mal d'études qui montrent que plus on remplit, et passer un certain cap, évidemment, plus ça peut devenir délétère. Alors ça peut devenir délétère sur certaines études où il y a beaucoup de biais en termes de mortalité, mais par contre, quand on regarde des études qui sont faites sur des beaucoup plus grosses cohortes de patients, on s'aperçoit qu'effectivement le recours à l'épuration extra-rénale et puis le recours le retentissement sur la fonction rénale est réel et assez exorbitant. Je suis désolé. Veuillez m'excuser. Donc le recours à l'épuration extra-rénale et l'impact directement sur la fonction rénale est réel. Donc finalement, quel impact dans l'utilisation des solutés d'hydratation, quel impact dans l'utilisation des solutés de remplissage, combien faut-il hydrater un malade, combien faut-il remplir un malade, qu'est-ce qu'on préconise à l'ensemble des médecins qu'on croise à l'hôpital et qui nous demandent quelle base il faut mettre. Sur la question cristalloïde-colloïde, le débat a été tranché et on va passer très rapidement. Cristalloïde avait comme intérêt l'effet lié à leur osmolarité, les colloïdes plutôt par rapport à leur pouvoir oncotique, et chacun des différents solutés qu'on utilise ont différents pouvoirs en termes d'expansion volumique. Là-dessus, il y a eu des grosses méta-analyses, il y a eu des grosses études qui sont sorties. Les cristalloïdes sont plus, on a besoin d'une quantité un peu plus importante, nécessitent des apports répétés, sont moins coûteux et ont moins d'effets indésirables. Les colloïdes étant plus chers, peut-être avec une cinétique un petit peu plus rapide, mais avec des effets secondaires qui sont loin d'être négligeables, et notamment sur la fonction rénale. C'est effectivement au cours des différentes études qui ont pu être réalisées le choix des cristalloïdes qui s'est imposé. À noter que par exemple, il peut y avoir des sous-catégories, des catégories de malades chez qui ça peut être intéressant d'avoir un solide de remplissage différent, et notamment tout ce qu'on est en train de nous dire là n'est absolument pas valide, par exemple si on était dans un congrès de chirurgie. Dans un congrès de chirurgie, peut-être que je serais exactement en train de vous dire le contraire, parce qu'ils n'ont pas la même façon de fonctionner que nous, les anesthésistes n'ont pas la même façon de travailler que nous, ils n'ont pas la même façon d'utiliser les solutés que nous, et donc potentiellement qu'effectivement, chacun des dogmes qu'on met et qu'on essaie de présenter, et là, à l'heure actuelle, on demande même d'essayer d'en faire un petit peu, mais doit toujours être remis en cause, parce que si on prend des études spécifiquement de chirurgie, on voit que tout ce qu'on vient de dire n'est pas forcément vrai. Il y a eu des grosses études qui sont sorties, qui ont remontré les effets sur la fonction rénale et les effets sur les néphropathies sous-jacentes. Et donc, devant l'absence totale d'efficacité, effectivement, ça a été tranché en faveur des cristalloïdes. Le débat qui a été lancé après et qui est encore actuel et qui est beaucoup plus, on va dire, et qui est beaucoup plus quotidien, c'est est-ce qu'il y a un intérêt après de l'acidose hyperchlorhydrique pour essayer de limiter l'impact sur le rein et sur l'acidose rénale. Merci beaucoup. Ça va être mieux. Merci. Est-ce qu'il va y avoir une possibilité de limiter l'impact sur la fonction rénale et de limiter l'insuffisance rénale en utilisant des solutés avec potentiellement moins de chlore. Donc l'acidose c'est quoi? L'acidose ça a beaucoup d'effets secondaires. Les effets secondaires ils sont décrits pour des chiffres d'acidose qui sont extrêmement bas. Quand on regarde un peu la littérature, c'est décrit pour des chiffres d'acidose qui sont en dessous de 6-9. Ça a des effets cardiovasculaires, respiratoires, métaboliques, cérébrales. On pourrait le lister. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une relation indiscutable entre l'acidose et la mortalité. Cette relation indiscutable, elle est potentiellement extrêmement biaisée puisqu'elle est potentiellement totalement liée au lactate. Il existe tout un tas de solutés différents avec différents niveaux de chlore qui permettent de limiter ou non le besoin de rajouter des aliments dosés en fonction pour réussir à avoir un équilibre. Quand on regarde l'effet du chlore sur les différents paramètres chez les sujets sains, c'est là où on commence à se poser des questions justement en termes de fonction rénale. Quand on regarde, il y a effectivement peu de modifications en dehors des modifications biologiques sur le chlore ou sur les bicarbonates. Par contre, si on regarde la perfusion de l'artère rénale liée à une augmentation de la chlorémie, on s'aperçoit qu'effectivement il y a une diminution forte de la perfusion du rein chez ces patients-là. Et quand on regarde sur des grandes catégories, des grandes populations, l'impact de soluté, on va dire richement chlorée, et effectivement l'impact n'est pas négatif ni en termes de mortalité, ni en termes d'acidose, ni même en termes de lactate, et il y a un impact potentiellement sur le rein. Ce qui fait qu'il y a plusieurs études qui ont été conduites, notamment en Australie, pour essayer
d'observer s'il pouvait y avoir, via l'utilisation des solutés balancées et via l'utilisation de solutés hypochlorés, un impact d'une diminution, tant en termes de mortalité que en termes d'outcome néphrologique, que puisse être l'épuration extra-rénale, que puisse être l'insuffisance rénale aiguë, quel que soit le stade d'atteinte Capillot. Et donc quand on regarde les études de Yonos qui ont été réalisées en Australie, effectivement on voit qu'il y a une diminution pour l'utilisation de solutés hypochlorés dits balancés en termes d'épuration extra-rénale, et puis une diminution en termes d'insuffisance rénale aiguë du stade 2 et 3. Alors certes, il n'y a aucune modification sur la mortalité chez tous ces patients-là. Tout ce qu'on a vu là, c'est effectivement des informations qui sont chez les patients de réanimation plutôt-médicaux. Encore une fois, ils ne sont pas évaluables chez les patients chirurgicaux. Les anesthésies sont leur propre littérature qui montre effectivement potentiellement une toxicité du chlore qui est également différente, puisque avec des administrations beaucoup plus importantes, beaucoup plus directes et sur un temps beaucoup plus court. Toujours est-il que c'est une des premières pistes sur lesquelles on peut se dire est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de traiter ou du moins de prévenir l'insuffisance rénale aiguë dans les différentes prises en charge ou dans les différentes actions que l'on réalise auprès de nos malades. La littérature est très riche. Et là, à l'heure actuelle, finalement, il y a eu deux grosses études qui sont sorties, qui ont essayé de trancher un peu le débat et qui ont essayé de s'intéresser à est-ce qu'on doit conseiller, nous, aux médecins, une utilisation, on va dire, des solutés chlorées afin d'essayer de faire de la néphroprotection. Les études, c'était d'un côté l'étude SALT et de l'autre côté l'étude SMART. L'étude SALT, elle s'intéressait aux patients qui étaient aux urgences, là où l'étude SMART s'intéressait aux patients qui étaient en soins intensifs ou en réanimation. Et les études sont sorties positives pour l'étude en soins intensifs, avec une diminution du score de morbimortalité relativement importante. Le seul problème, c'est qu'il y a un biais majeur dans cette étude, c'est la quantité de remplissage que recevaient les malades en termes de volume. L'étude SALT, elle, est un peu différente. Elle s'intéressait aux patients qui étaient pris en charge aux urgences. Donc c'est-à-dire le patient aux urgences, une fois qu'il reçoit son premier soluté de remplissage ou son premier soluté d'hydratation salée, quel est l'impact que ça peut avoir en fonction de savoir si c'est un soluté hypochloré ou normochloré par rapport aux outcomes qui étaient évalués, notamment au score de morbimortalité. Le critère principal qui était l'hôpital Friedel était négatif. En revanche, on voyait que sur le score de morbimortalité, on avait une différence qui semblait potentiellement intéressante. Donc le message de dire qu'utiliser des solutés plus faibles en chlore et donc potentiellement balancées puisse avoir un impact sur le pronostic des malades, c'est quelque chose de loin d'être anodin. Et effectivement, c'est peut-être un message relativement simple dans le traitement, on va dire, non dialytique de l'insuffisance rénale aiguë. Tout ça va dans le sens d'une littérature qui commençait à être assez riche, avec effectivement différents articles qui montraient à peu près les mêmes résultats. Enfin, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la place des bicarbonates dans le traitement de l'acidose métabolique. L'autre question, c'est est-ce que quand un patient a une insuffisance rénale aiguë avec des bicards qui se sont effondrés, il y a un intérêt à lui mettre des bicarbonates, alors même qu'il pourrait y avoir un recours à la dialyse précoce qui pourrait se discuter. Alors, l'effet des phases de bicarbonate, il a été relativement décrit. Il y a potentiellement la nécessité d'augmenter le travail ventilatoire pour épurer le CO2. Il y a l'acidose intracellulaire paradoxale par diffusion dans la cellule. Et puis, il peut même y avoir un effet inotrope négatif ou d'autres choses qui sont listées, mais ce n'est pas ça les éléments les plus importants. Là, dans les recommandations à l'heure actuelle, on recommande de mettre du bicarbonate, surtout lorsqu'il y a une perte d'ion bicarbonate, ce qui paraît relativement logique. Et c'était un petit peu ce qui était initialement maintenu dans la majorité des pratiques. Donc les indications persistantes de bicarbonate, c'est l'acidose métabolique par fuite digestive ou urinaire de bicarbonate. Ce qui est discuté, c'est une acidose métabolique très sévère, à moins de 6,90. Abandonnées sont toutes les acidoses métaboliques par gain d'acide. Et donc les précautions d'utilisation, c'est l'administration de bicarbonate, c'est une administration lente et régulière, l'utilisation de solutés hypoosmolaires, et puis augmenter la ventilation minute si une ventilation mécanique, prévient l'hypokaliémie et limiter les quantités. Il y a cette étude qui est sortie, donc Bicar ICU, qui est sortie récemment, qui avait comme objectif d'évaluer l'administration de bicarbonate chez les patients avec un choc septique
pour voir l'évolution que ça pouvait, enfin l'évolution sur la mortalité à 28 jours. L'étude est ressortie négative sur leur critère principal, avec quand même une tendance, avec une tendance des résultats sur le critère primaire composite qui pouvait être, qui était un score de mortalité, et à 28 jours sur la, mais rien n'est censé significatif. C'est statistique. Pardon. Donc, en conclusion, traiter l'insuffisance rénale aiguë, on va dire, non dialytique, la question qu'on a à se poser de toute façon, c'est à quel moment on va potentiellement avoir recours à l'épuration extra-rénale, et ça va être l'objet du topo d'après. C'est anticiper potentiellement l'hyperchlorémie qui peut avoir un rôle néfaste sur le rein, avec potentiellement des cristalloïdes, mais si possible avec un soluté balancé copanchlore pour limiter l'impact que ça peut avoir. Le bicarbonate pour les pertes, mais en aucun cas systématiquement et en suivant les recommandations, et l'épuration extra-rénale, donc de toute façon du bicarbonate pour les pertes moléculaires. Après, il y a d'autres questions qu'on peut se poser sur le traitement non dialytique de l'insuffisance rénale aiguë. C'est la prise en charge de l'ensemble des complications de l'insuffisance rénale aiguë et dans quelle mesure l'insuffisance rénale aiguë peut limiter l'utilisation des médicaments qu'on a envie de mettre à nos patients pour potentiellement jouer sur les symptômes. Donc, quelle est la posologie de furosémide permettant d'obtenir la natriurèse maximale chez un patient sain? On voit qu'effectivement, chez un patient sain, il faut aller jusqu'à 80 mg péros ou 40 mg IV pour obtenir une natriurèse maximale avec un risque d'autotoxicité en glucivée qui est, si on prend 4 mg minute, à 0 risque de surdité. Donc la posologie de furosémide permettant d'obtenir une natriurèse maximale chez un patient avec une insuffisance rénale, sur l'insuffisance rénale chronique en tout cas, on peut monter à des doses qui de toute façon nécessitent 80 à 60 mg, de 80 jusqu'à 60 mg. Tout à l'heure, ça avait été déjà... alors, sur l'OAP, chez un patient anurique, peut-on faire des diurétiques, qui est une question sur laquelle on peut se poser devant un patient qui a une insuffisance rénale aiguë anurique et sur lequel on pourrait avoir tendance à aller précocement à l'épuration extra-rénale. Évidemment, ce n'est pas ça qui va faire de nouveau pisser. En revanche, l'effet vasculaire propre des diurétiques de lance par vasodilatation et gros vaisseaux veineux augmente la capacitance et diminue le retour veineux pour permettre de faire passer le cap et peut permettre en tout cas à court terme de passer un cap. Enfin, le rôle de la congestion veineuse dans l'insuffisance rénale aiguë au cours de l'insuffisance cardiaque a déjà été explicité tout à l'heure sur l'impact que ça pouvait avoir directement sur la fonction rénale et sur l'importance de la congestion veineuse sur la fonction rénale, notamment chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque. Et donc le rôle de la congestion veineuse dans l'insuffisance rénale aiguë au cours de l'insuffisance cardiaque, oui, avec effectivement l'importance de traiter précocement cette congestion veineuse pour réussir à essayer de prendre en charge l'ensemble des paramètres qui peuvent retentir sur le rein. Le rôle de la pression artérielle dans l'insuffisance rénale aiguë au cours de l'insuffisance cardiaque est effectivement majeur et aller dans le sens effectivement de l'ensemble des paramètres qu'il va falloir prendre en compte pour essayer de corriger cette fonction rénale et pour essayer de ne pas d'être multi, on va dire, disciplinaire dans notre prise en charge. Et donc en pratique, la diminution de la pression de perfusion rénale est une des cibles thérapeutiques pour avoir une décongestion efficace, maintenir une PAM normale et puis restaurer une balance hydrosodrée qui soit neutre. En pratique, comment établir la stratégie de déplétion hydrosodée? Alors, ce qui a été proposé, c'était de faire un échantillon urinaire à la première et deuxième heure et qui permettait potentiellement d'anticiper la réponse aux diurétiques avec une mauvaise, et ce qui pouvait être effectivement prédictif d'une mauvaise réponse ou d'une résistance aux diurétiques, sachant que la majorité du temps, quand on a une mauvaise réponse ou une résistance aux diurétiques, c'est qu'on, du moins, s'intéresse à la mauvaise cible, ou en tout cas qu'on ne s'intéresse pas au bon endroit du tubule afin de réussir à avoir une action qui soit efficace. Est-ce que vous avez des questions? Je suis désolé que j'ai fait le premier topo, je suis venu enchaîner avec le deuxième, mais le but c'est pas de vous assommer et de ne pas avoir le temps de discuter. Pour enchaîner après les questions, on les posera après. Vous voulez après ça? Pas de souci. Donc, cette première partie, j'ai essayé de cibler sur des aspects qui pouvaient vous sembler un peu moins évidents. Après, je n'ai aucun doute sur le fait que vous sachiez traiter en fait une insuffisance rénale aiguë, et j'ai aucun doute sur le fait que vous sachiez prendre en charge un malade atteint de néphropathie.
Donc c'est pour ça qu'on a axé sur des éléments qui pouvaient être un petit peu plus novateurs. L'insuffisance rénale aiguë et l'épuration extrarénale, il y a une surmortalité si l'insuffisance rénale aiguë et l'épuration extrarénale sont de 10 à 50%, et là on est dans une phase de maturité pour les techniques, avec des évolutions technologiques ces dernières années, des études randomisées comparant la mortalité entre les méthodes continues et séquentielles, quelques méta-analyses qui sont en train de sortir. Les indications classiques, on pourrait toutes les discuter, et on pourrait toutes les discuter et on pourrait toutes les remettre en cause. C'est un petit peu aussi le but, mais pour l'instant, effectivement, l'oligurie avec une diurèse inférieure à 500, l'anurie avec un chiffre qui a été choisi aux alentours, qui a été choisi à 12 heures, l'urée supérieure à 30, même si dans les faits, dans la pratique, c'est rarement respecté, la kaliémie à 6,5, même si ce n'est qu'un chiffre, et que ça ne présume en rien de la réponse au traitement, l'OAP résistant au diurétique, l'acidose métabolique avec un pH à 7,20 et l'encéphalopathie urémique. Ça a été un petit peu dit de ce midi. On va probablement redire un petit peu les mêmes choses qui ont été dites ce midi tout à fait brillamment, mais parce qu'au fond, on est totalement d'accord. Les effets délétères potentiels de l'épuration extrarénale, ils ne sont pas oubliés, ça peut être hémodynamique avec une dépression de la fonction myocardique, une baisse des résistances, une hypovolémie, des troubles du rythme, des hypoglycémies, des troubles de l'hémostase qu'on connaît, l'aggravation potentiellement de syndrome de défense multiviscérale, et le rôle de l'UF qui est toujours compliqué parce que là on est vraiment sur l'épuration extrarénale du patient aigu et absolument pas sur l'épuration extrarénale du patient chronique, avec une UF qui est déterminée en fonction de la prise de poids effectivement, mais la mesure du poids qui est très difficile techniquement, et puis surtout une répartition du poids en fonction des secteurs qui est extrêmement compliquée à apprécier, d'autant plus chez le patient aigu et d'autant plus chez le patient de réanimation. Donc par conséquent, la toute surestimation induit une hypovolémie, et vous le savez bien, et donc c'est toujours assez compliqué, il est très fréquent qu'on fasse de l'épuration extrarénale dans ces cas-là sans une ultrafiltration. La température du dialysat, ça repose sur des vieilles études, l'hypothermie modérée qui pourrait être associée à une meilleure tolérance hémodynamique, une diminution des hypotensions et une augmentation des taux de norépinéphrine circulaire. La réactivité vasculaire, elle est multifactorielle. Et généralement, elle nécessite l'arrêt des drogues vasodilatatrices. Parfois, on se retrouve à devoir faire du seul, mettre un bain à 35 et puis toujours s'interroger sur le rôle de la biocompatibilité, le rôle du débit dialysat, du débit sang, de la surface de la membrane et puis le rôle de l'épuration des catécholamines. L'optimisation de l'hémodialyse, ça a été réalisé, donc, comme dit ce midi, mais tout le monde n'était pas là, donc c'est tout l'intérêt de le refaire, par une néphrologue et réanimatrice, Dr Chorgen, qui a un peu défini les modalités de prise en charge en aigu du patient sévère lors de l'épuration extrarénale. Les recommandations qui sont généralement appliquées, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, on fait du patient par patient, en fait, chaque patient est unique, et c'est très compliqué d'appliquer une liste, mais c'est vrai que la majorité des réponses à laquelle elle a essayé la majorité des questions à laquelle elle a essayé de répondre étaient des questions qui se posaient systématiquement, et donc ça a permis d'avoir aussi une reproductibilité de la façon de faire, de pouvoir critiquer la façon dont on travaillait, et puis potentiellement de pouvoir faire des études en évaluant la façon dont les gens faisaient les choses. Donc l'utilisation de membrane synthétique, un branchement isovolumique, un dialysat à haute concentration en sodium, généralement supérieur à 145, la limitation de la température du bain à 37 degrés maximum, l'augmentation progressive du taux d'UF selon la tolérance, une adaptation stricte de l'UF à la volémie et à la nécessité d'une perte de poids, et puis pour les patients les plus instables, la réalisation de l'UF seul et la diminution de la température du bain aux alentours de 35. Quel type d'épuration extrarénale? Il y a des études qui sont sorties, en tout cas les études qui sont sorties sur intermittent versus continu n'ont pas montré de différence, en tout cas en termes de survie chez les malades. Sur la quantité d'hémofiltration, on n'a pas vu de différence sur le fait de faire des gros volumes versus des bas volumes, voire les études ont montré qu'il fallait plutôt faire des volumes restreints, qu'il n'y avait pas de différence à faire des stratégies dites intensives par rapport à des stratégies plus réduites. Et puis il y a eu l'étude d'Ivoire qui est sortie. L'étude d'Ivoire, encore une fois, c'était une étude qui se faisait dans le contexte du sepsis. La majorité des études qui ont été réalisées chez le patient aigus ont été réalisées sur l'insuffisance rénale aiguë du patient septique et généralement effectivement chez des patients qui étaient en choc septique. Là, c'était l'épuration extrarénale dans le sepsis avec la question de l'optimisation de la tolérance hémodynamique de l'épuration extrarénale dans le sepsis et l'épuration extrarénale précoce pour maintenir l'homéostasie versus tardive pour éviter les complications additionnelles de l'épuration extrarénale.
Il y a eu un concept initial qui était celui de purification du sang. Est-ce qu'il y avait une épuration des endotoxines, des cytokines pro-inflammatoires, des médiateurs cytoxiniques, ou de l'inflammation en sepsis. Et puis l'endotoxinémie est censée être associée à un risque accru de dysfonction d'organes et de décès chez les patients en soins intensifs, avec donc plusieurs théories qui avaient été proposées, l'élimination des pics de cytokines, la modulation du seuil de médiateurs inflammatoires par hémofiltration, la redistribution qu'il pouvait y avoir avec un haut volume de réinjection de HFC qui pouvait stimuler et augmenter le flux lymphatique, ou alors la reprogrammation cellulaire qui pouvait potentiellement avoir une action directe des techniques d'épuration sur les éléments cellulaires. L'élimination des substances pro-inflammatoires avec les techniques continues, en tout cas, se sont montrées décevantes. Et donc, il y a eu énormément d'études qui ont été réalisées là-dessus pour essayer de voir s'il y avait un intérêt à effectivement réaliser des épurations à haut volume ou à bas volume. Donc l'objectif c'était de déterminer l'impact d'un grand volume à 70 ml/kg sur un volume dit normal à 35 ml/kg. Et donc c'était pendant 96 heures avec une mortalité qui était évaluée à 28 jours chez les patients qui avaient un choc septique et une insuffisance rénale. L'étude était réalisée en randomisé, prospectif ouvert, en intention de traité multicentrique. Et effectivement, la mortalité à 28 jours était plus faible que prévu, mais elle n'était pas significativement différente entre les groupes de traitement. Il y a d'autres études qui ont été réalisées derrière, avec parfois 1124 patients dans le New England. Aucun avantage supplémentaire dans l'augmentation des volumes de 35 ml, de 20 à 35 ml. Et puis d'autres études encore à 90 jours qui n'ont pas montré de différence non plus, et pas de différence dans le groupe sepsis. Donc le choix de la technique d'épuration, en pratique, il n'y a pas de consensus. Et la technique, la bonne technique, c'est celle qu'on connaît le mieux. L'hémodialyse et l'hémofiltration, il y a des endroits où on fait les deux. Moi, chez moi, on fait les deux et on fait les deux en fonction de ce qu'on préfère faire au patient, en fonction de son état et en fonction de la situation. Chacune a ses caractéristiques, mais il n'y a pas de consensus à proposer. La vraie question à l'heure actuelle, sur laquelle la majorité des études essayent d'avoir un avis ou du moins de trancher, c'est à quel moment il faut introduire l'épuration extra-rénale chez nos patients, et notamment chez nos patients sévères, et notamment chez nos patients en choc septique, puisque encore une fois, la majorité des patients qu'on va évaluer et la majorité des patients qui sont inclus dans les études sont ces patients en sepsis. Il y a deux grosses études qui sont sorties, qui sont donc les études EKIKI et les études E1, qui cherchaient à évaluer en fait la véracité des critères d'épuration extra-rénale dont on a parlé initialement, c'est-à-dire est-ce que véritablement les critères d'urgence pour lesquels on épure les malades reposent sur des bases scientifiques solides, et si on ne pourrait pas se permettre de reculer, parce que finalement, peut-être que reculer l'épuration extra-rénale, si jamais le patient n'a pas besoin d'épuration extra-rénale, c'est un patient à qui on n'a pas eu besoin, enfin à qui on fait gagner, on évite cette technique, on va dire. L'étude d'Akiki, c'était une étude française multicentrique randomisée qui est parue dans le New England, qui comparait la dialyse précoce versus la dialyse tardive, et qui incluait des patients, donc 620 patients. Ils excluaient les insuffisances rénales chroniques et puis les patients moribonds, et notamment les critères de dialyse en urgence. Alors qu'est-ce que c'était un critère de dialyse en urgence dans cette étude-là? Parce que c'est ça qui est intéressant. Ils considéraient qu'une hypercalémie à 6 était un critère d'épuration extra-rénale en urgence, qu'une acidose avec un pH inférieur à 7,15, qu'un OAP avec hypoxémie nécessitant au moins 5 litres d'oxygène étaient des critères d'épuration extra-rénale en urgence. Les patients étaient graves avec un SOFA aux alentours de 11 et une population de patients qui sont une population correspondant à la mortalité connue des chocs septiques. Les patients étaient randomisés en deux groupes avec des patients qui étaient soit dialysés précocement dans les 6 heures après le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë fait selon le critère Caligo 3, ou alors dit tardif. Et tardif, c'était uniquement si on avait les critères d'urgence, c'est-à-dire une urée supérieure à 112 mg par décilitre, une hypercalémie supérieure à 6 mmol par litre, une acidose pareil inférieure à 7,15, ce qu'on a dit juste avant, ou une oligoanurie ou une anurie pendant plus de 72 heures. Il n'y a eu aucune différence entre dialyse précoce et dialyse tardive sur le critère de jugement principal qui était la survie à 60 jours. Après, la vraie question c'était est-ce que c'était vraiment ça le critère de jugement principal de cette étude? Est-ce que c'était vraiment ça qu'on avait envie d'obtenir comme information? Parce qu'il était fort probable qu'on trouve ce résultat. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il n'y a eu pas de différence concernant les autres critères secondaires, ni la mortalité à 28 jours, ni la durée d'hospitalisation en réanimation à l'hôpital. Et les patients du groupe dialyse précoce étaient significativement
plus infectés sur les cathéters, mais ça n'a pas grand-chose à voir. En revanche, cette courbe, elle est assez éloquente parce qu'elle montre que pour les patients qui étaient dans le groupe non-recours à la dialyse en urgence, l'immense majorité des patients qui n'ont pas eu besoin, sur lesquels on ne s'est pas précipité et qui n'ont pas eu besoin d'épuration extra-rénale dans la suite. Donc effectivement, adopter une attitude potentiellement conservatrice vis-à-vis des critères d'épuration extra-rénale pour les patients n'a pas d'impact sur la survie, mais il aurait été difficile d'en montrer un. En revanche, on voit que ça a un impact majeur sur le fait que les patients soient ou non dialysés au moins une fois dans leur vie. Alors les limites de cette étude, il y en a plusieurs. 50% des patients ont eu de l'hémodialyse intermittente, 85% des patients étaient sous vasopresseur, et puis l'étude ELIN, c'est une étude allemande qui mérite d'être mise en parallèle au moins pour être honnête et pour ne pas faire passer un message qui soit univoque. L'étude ELIN, c'est une étude allemande pilote monocentrique qui étudiait les insuffisances rénales aiguës Cadigo 2 avec au moins une des complications, un sepsis sévère, des catécholamines ou une surcharge hydrosodée réfractaire avec une aggravation de la déférence d'organes autres que rénale. Et les patients étaient exclus s'ils avaient déjà une insuffisance rénale chronique. Ils avaient des patients qui étaient sensiblement les mêmes en termes d'âge, en termes de ratio de sexe. Et puis ils étaient randomisés en deux groupes, avec la dialyse précoce, qui était une dialyse dans les 8 heures après le diagnostic, versus une dialyse tardive seulement s'il y avait les critères d'urgence, ou dans les 12 heures si l'insuffisance rénale passait à un Cadigo 3. La technique de dialyse standardisée avec une hémofiltration au citrate. Et là, pour le coup, la réduction elle est significative dans le groupe de dialyse précoce, avec 39% versus 55%, et donc avec un gain en termes de survie dans le groupe de dialyse précoce. Sachant que c'était le critère de jugement principal. Alors certes, c'est du monocentrique, donc on est obligé toujours de prendre pas mal de précautions, mais ça reste quand même le critère de jugement principal. Donc dans le groupe dialyse précoce, on a une réduction de la durée de la dialyse, une réduction de la durée de la ventilation mécanique, une réduction de la durée de l'hospitalisation et une meilleure récupération de la fonction rénale à 90 jours. 91% des patients du groupe dialyse tardif ont été dialysés et tous les patients ont été suivis jusqu'au bout. Les limites, c'est quoi? C'est monocentrique. 93% de patients chirurgicaux, qui fait que ce n'est pas tout à fait les mêmes patients que ce qu'on a vu précédemment dans Akiki, et donc ça limite également la possibilité de comparer les deux études. Et puis, il y a une différence de critères qui est vraiment importante, parce que si on résume un petit peu ce qu'on a dit, les modalités d'épuration extra-rénale, aucune étude n'a montré de vraies différences sur la survie ou sur la façon de faire, en dehors du fait qu'il fallait faire le mieux possible pour les malades et le mieux les dialyser possible. Et là, les critères ne sont pas exactement les mêmes, parce que pour Akiki, la dialyse précoce, c'est une dialyse dans les 6 heures après le diagnostic du Cadigo 3, alors que dans ELIN, la dialyse précoce, c'est une dialyse dans les 8 heures après le diagnostic de Cadigo 2. En gros, le groupe contrôle d'ELIN est très similaire au groupe international d'Akiki, en fait. Et Akiki compare la dialyse précoce versus tardive, quand ELIN compare la dialyse très précoce versus précoce. Donc c'est des études qui finalement se comparent relativement peu, parce que c'est pas les mêmes questions qui se posent, et à la fin on n'a pas les mêmes réponses. Donc le point de vue sur la définition de la dialyse précoce et tardive est important, et on n'est même pas sûr encore d'avoir la réponse. Je suis même pas sûr de pouvoir vous donner la réponse de voilà ce que c'est qu'une dialyse précoce et voilà ce que c'est qu'une dialyse très précoce. D'où l'étude dont vous discutez ce midi et qui va peut-être réussir à apporter une réponse, qui est l'étude Akiki 2. Donc je ne suis pas sûr que tout le monde soit très familier avec l'étude Akiki 2, mais l'étude Akiki 2 elle est quand même très particulière. L'étude Akiki 2 elle propose d'inclure des malades et puis finalement de regarder si quand on retire les critères sur lesquels je pense peu de gens vont vraiment aller se battre, sur les critères d'OAP réfractaire au traitement, d'hyperkaliémie incontrôlable, sur lesquels effectivement on aura du mal il n'y a pas de raison de débattre, mais sur ces critères que sont l'oligoanurie, qui sont quand même extrêmement cliniciens dépendants, sur ces critères de chiffre duré sur lesquels je pense qu'on pourrait passer des congrès entiers à se battre pour savoir au millimol près à combien il faudra mettre le cut-off, effectivement, peut-être qu'il va y avoir une réponse sur à quel moment on considère que c'est une dialyse précoce ou une dialyse tardive, et peut-être réussir à donner des guidelines, donner des indications qui permettront de parler le même langage, en fait, tout simplement. Donc les patients ne sont pas du tout les mêmes. Akiki, c'est des patients médicaux graves, et l'un, c'est des patients chirurgicaux, et déjà, la question qui se pose, c'est est-ce que les patients chirurgicaux et les patients médicaux ont les mêmes atteintes rénales sous-jacentes? C'est absolument pas sûr. Ça, c'est un autre message, en fait, et
vous voyez, c'est un message qui n'est pas évident parce que la première partie de mon topo était partie sur le traitement mondialétique de l'insuffisance rénale aiguë. Et j'ai commencé par la première phrase que je vous ai dit, qui était finalement, j'aurais pu résumer mon topo à celle-là, qui était ça dépend de la cause que vous avez. Et le traitement mondialétique de l'insuffisance rénale aiguë, c'est le traitement de la cause de l'insuffisance rénale aiguë. Et je suis en train de faire un topo où je vais comparer l'atteinte obstructive avec l'atteinte glomérulaire, avec potentiellement avec... Mais finalement, on s'aperçoit que même pour l'épuration extrarénale, cette question, elle se pose. Même pour l'épuration extrarénale, la question de l'atteinte sous-jacente, elle se pose parce qu'on n'épure probablement pas au même moment un patient chirurgical selon son atteinte sous-jacente qu'un patient médical. Et puis, si on commençait à réfléchir encore plus loin, si on allait vers la transplantation, effectivement, les cutoffs à pousser un patient vers l'épuration extrarénale sans forcément aller jusqu'au bout de la prise en charge diagnostique parce qu'on considère que le rein est perdu, alors même que potentiellement ça peut avoir un impact au long cours, on voit que c'est effectivement des questions qui sont toujours non tranchées. Les techniques de dialyse ne sont pas comparables avec les kystes, et plus de 50% de dialyse intermittente et là uniquement de l'hémofiltration aussi très continue. Là-dessus, je pense qu'il est extrêmement compliqué pour l'instant de réussir à avoir des vraies réponses sur les différences entre ces deux méthodes. Les deux études ont un postulat de départ différent et ces deux études ne se posent pas la question. Donc, je termine. Donc, débuter précocement une dialyse peut être bénéfique en évitant l'hypervolémie, en évitant les toxines et en corrigeant l'équilibre acido-basique. En revanche, la dialyse précoce peut éviter inutilement les patients qui n'en auront finalement pas besoin à des effets secondaires graves. Ideal ICU est sorti également, et Ideal ICU va dans le sens de la liquide qui considère que chez les patients, il n'y a pas de différence de mortalité globale à J90 chez les patients en choc septique et une insuffisance rénale aiguë, selon qu'ils aient eu une stratégie d'initiation de l'épuration extrarénale précoce ou tardive, avec un effectif qui était important, et une étude qui cherchait à aller plus loin qu'Akiki et là, puisqu'ils avaient choisi des critères qui étaient l'urgence métabolique un petit peu plus permissif, notamment il n'y avait pas de seuil d'urémie et le seuil de kaliémie qui est un peu plus élevé. Donc l'épuration extrarénale, quand on commençait l'épuration extrarénale, la stratégie tardive, c'est le potassium supérieur à 6, l'urée supérieure à 40, le pH supérieur à 7,15, l'OAP malgré diurétique et l'oligo-anurique plus de 72 heures. Pour l'instant, c'est ce qui est utilisé et c'était pas de différence de mortalité. 49% des patients du bras stratégie tardif qui n'ont pas été traités par l'épuration extrarénale, donc c'est un chiffre qui marque quand même et qui laisse à réfléchir. En conclusion, donc une augmentation de la créatinine quand 50% de l'insuffisance rénale aiguë, donc une augmentation de la créatinémie quand 50% des néphrons sont lésés, l'importance de surveiller la diurèse, l'insuffisance rénale aiguë, c'est un tiers des patients de réanimation, la nécrose tubulaire aiguë, c'est la lésion la plus fréquente et ça récupère le plus souvent, tout est dans le plus souvent, parce que beaucoup de gens considèrent que ce le plus souvent est systématique alors que c'est loin d'être le cas. Le sepsis, c'est la cause la plus fréquente, l'insuffisance rénale aiguë, c'est donc un facteur de risque de mortalité avec 50% de mortalité pour nos patients qui sont à la fois épurés et ventilés sous catécholamine. Le traitement, on en a parlé, il est avant tout préventif et la grande discussion, c'est à quel moment on passe le cap de l'épuration extrarénale et toujours réfléchir donc potentiellement cause médicamenteuse et à l'adaptation des médicaments en fonction du terrain rénal sous-jacent. Merci beaucoup. Si on regarde la littérature, il n'y a rien qui nous pousse à prescrire de l'albumine, il n'y a rien qui nous pousse à montrer que ça marche. Effectivement, par contre, que patient par patient, on est malade, on a l'impression que pour des chiffres qui sont aberrants par extrême, on se dit que effectivement
paraît compliqué que ne serait-ce que le transport soit effectué et qu'on ait envie, parce qu'on juge que ça puisse être positif, mais c'est du bénéfice individuel du patient sur lequel effectivement il ne faut pas du tout, critiquer, hein, mais par contre effectivement la littérature en tout cas ne pousse pas dans ce sens-là. J'ai une petite question par rapport à l'insuffisance rénale aiguë chez les patients en réanimation. Par exemple, l'insuffisance rénale aiguë chez les patients en réanimation, notamment ceux qui présentent un sepsis. Vous avez parlé tout à l'heure d'utiliser la technique qu'on maîtrise tous, c'est-à-dire la dialyse intermittente. Et vous avez parlé. J'ai dit la technique que vous maîtrisez, c'est-à-dire si vous ne maîtrisez pas la technique intermittente, au contraire, faire de la continue. Il faut que les infirmières soient formées, il faut que le service soit habitué, il faut avoir le bon matériel, il faut que les médecins comprennent la méthode qu'ils utilisent. Donc moi, j'ai travaillé pendant des années dans un service où on ne faisait que du continu. Et il y a des moments où effectivement on pouvait se dire si on faisait de l'intermittence, ça nous aurait permis de faire quelque chose. Mais en tout cas, à partir du moment où j'avais confiance dans l'équipe et que je savais qu'on allait pouvoir faire une prise en charge adaptée, à la fin on arrivait à ce qu'on voulait. Je parle de l'anti-contexte, généralement on utilise la dialyse intermittente. Vous avez parlé des critères en fait, pour optimiser cette dialyse intermittente. Et parmi ces critères, vous avez parlé de la natrimie. Donc on utilise une natrimie à 145-150. Mais si on a un patient par exemple qui a une natrimie à 120, est-ce qu'on ne risque pas de corriger rapidement? La question est quand même. La natrimie à 145-150, c'est ce qui a été marqué, on va dire, un peu dans les guidelines. Mais donc si on veut épurer un patient respecter les guidelines plus habituels et plus standards, sur une natrémie normale, on va plutôt mettre 145 et 50. Est-ce que sur une natrémie anormale, on va faire la même chose que si on avait une natrémie normale? Je suis totalement d'accord avec vous que non. Et alors après, pour le coup, je ne connais pas de technique qui soit validée. On a tendance à penser qu'il faut peut-être mettre plus 5 par rapport à la natrémie qui est celle du patient. Plus 5, plus 10. Maintenant, il n'y a aucune étude randomisée qui a jamais évalué plus 5 versus plus 10 en termes de natrémie sur des aérotomes qui soient solides. De même qu'il n'y a finalement aucune étude randomisée qui a évalué 145 sur des aérotomes solides entre deux patients. Donc, dire qu'il faut mettre 145 à tout le monde, certainement pas. Je pense que de toute façon, en fait, le message, c'est pour ça que j'ai voulu à la fois passer assez vite sur cette diapo et en même temps insister. Cette diapo, elle a vraiment modifié les pratiques, hein, je pense. Le moment où Dr Champiel avec son équipe a réussi, on va dire, à uniformiser un petit peu et à permettre aux gens de comprendre ce qu'ils faisaient dans le domaine de l'insuffisance rénale aiguë. Et puis surtout, il faut bien voir quelque chose. Ça a été la première phrase que je vous disais quand j'ai commencé cette topo, c'était le plus difficile dans le traitement de l'insuffisance rénale aiguë. Et là aujourd'hui, la majorité de ce que je vous ai expliqué, ou une bonne partie d'entre vous, vous le connaissiez, mais le plus difficile en fait dans notre travail, et alors moi je fais à la fois de la réanimation et de la néphro, donc ça me parle, mais ce qui est compliqué c'est de parler aux gens qui ne parlent pas forcément notre langue. Donc pour le coup, essayer de dire à quelqu'un il faut adapter la natrémie à chaque patient, c'est compliqué, parce qu'il faut réussir à lui donner des guidelines. La réanimation est une spécialité tellement protocolisée que si vous leur dites il faut faire quelque chose, mais il n'y a pas de protocole, les gens vont regarder en disant c'est pas possible, et pourtant nous on est faux, c'est une bonne partie de notre travail, de se dire il n'y a pas de protocole, donc on va réfléchir. Et donc voilà, donc vous dire 145 pour tout le monde, certainement pas. Maintenant, cette diapo-là, elle a permis au moins pour que les patients qui n'aient pas de problème de natrémie soient dialysés avec des natrémies qui soient correctes. Ensuite, si une natrémie est anormale, je pense qu'il faut effectivement adapter pour chaque patient le chiffre de natrémie, et adapter pour le chiffre de natrémie, c'est je pense mettre la natrémie un petit peu plus haut que la natrémie du patient. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci pour la présentation. J'ai une question concernant la première partie de votre présentation, concernant les solutés balancées. Quelle est leur place en pratique? Et est-ce qu'ils vont dans le futur remplacer les solutés sérophysiologiques? Non, le message que je voulais passer là, c'était qu'il faut s'intéresser au chlore. En fait, d'une certaine façon, traiter une insuffisance rénale aiguë, c'est s'intéresser à la cause, faire la néphroprotection, éviter les médicaments, tout ce que tous les gens de cette pièce savent faire. Donc si on regardait un petit peu différents éléments, il y a effectivement l'acidose, le bicarbonate et le chlore qui peuvent être des éléments intéressants.
je ne pense pas que le chlore va révolutionner la mortalité des malades. Ça, je ne pense pas. Et si on était honnête, si j'étais... en fait, il faut voir que je pense que les enjeux sont colossaux derrière, mais si on était honnête et qu'on disait, en fait, s'il y avait la possibilité que ça change la mortalité des malades, ben, on changerait les solutés d'une certaine façon. On arrêterait les standards et on mettrait les solutés balancées. Et quand on regarde les études qui ont été faites par UNOS en Australie, eh ben, les études qui ont été faites par UNOS en Australie, elles ne montrent pas de différence. En tout cas, elles sont très bien réalisées parce qu'ils font ça sur 2 fois 6 mois, avec 2 washout, etc. Et ils montrent que par contre, il y a un effet réel sur le rein, il y a un effet, un impact sur la fonction rénale. Et les études qu'on présente, la SALT et SMART, SALT et SMART, elles montrent quoi? L'étude sur les soins intensifs, elle est très perturbante parce qu'elle montre qu'il y a un effet quand même, et que l'effet, il est sur le score de mort et mortalité. Le problème, c'est qu'elle est critiquable parce que les quantités de volume qu'on voit chez les patients sont tellement faibles que c'est toujours difficile de savoir si on peut l'appliquer à notre propre pratique. Et l'étude, en revanche, l'étude SALT qui a été réalisée aux urgences, elle est presque, voilà, ça reste très subjectif, hein, mais elle est extrêmement intéressante parce que certes, le critère de jugement principal est négatif, mais il est peut-être un peu ambitieux. En revanche, les critères de jugement secondaire sont positifs en disant qu'il y a potentiellement un impact sur des scores composites et sur la fonction rénale des malades, sachant que le critère de jugement principal, c'est le ventilateur, le nombre de jours d'hospitalisation, donc ce n'est pas forcément le pertinent. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la prescription de soluté balancée dès le début de la prise en charge, c'est peut-être pas ça qui va changer les choses. Parce que finalement, si vous me posez la question, est-ce que sur un patient en choc septique, lui mettre 3 litres de sérum salé et 3 litres de ringère, ça va lui sauver la vie? Honnêtement, non. En revanche, si vous me dites un patient qui risque de passer 20 jours à l'hôpital pour une raison X ou Y, si on prend précocement l'idée que ça puisse avoir un impact, je ne peux pas vous dire oui. Mais je dis peut-être, enfin, l'étude en tout cas pose la question. Ce qui fait qu'après, moi j'avoue, dans ma pratique personnelle, si je vois un patient qui a une hyperchlorémie extrêmement importante, ça me paraît logique d'essayer de mettre un soluté qui a un petit peu moins de chlore. Maintenant, vous dire, est-ce que j'ai la réponse à la question? La réponse est humblement non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, juste une petite remarque par rapport à la question. Effectivement, dans l'étude SMART, il y avait une chose qui est assez belle dans le fond. En fait, on voyait que l'effet délétère du sérum salé qu'on utilise tous les jours en pratique apparaissait surtout au-delà de 4 litres de remplissage. C'est-à-dire que dès qu'on dépassait 4 litres, on voyait l'effet délétère du sérum fini. Donc, une solution, c'est peut-être quand on veut remplir au début. Donc, si on fait un peu de sérum fini, a priori, c'est pas trop grave. Quand on doit utiliser des gros volumes de remplissage, à un moment, il faut passer au sérum balancé parce qu'on peut devenir toxique. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à remplir sur des grandes quantités, de toute façon, on voit la chlorémie monter. On fait 2-3 iodos d'affilée, on voit la chlorémie monter, et après, chacun se fixe son seuil. Hein. Mais c'est vrai que la logique, elle peut être sur l'idée de se dire, de toute façon, à partir du moment où on remplit sur un grand volume, il faut changer, ou alors juste regarder les chiffres, et se dire, là, les chiffres sur les diapos, ils sont assez éloquents, hein, de voir à quel point, en fait, pour le coup, autant ça ne fait quasiment rien changer d'autre en termes de chiffres. Par contre, effectivement, les chiffres sur le chlore, sur les bicarbonates, sont assez rapidement modifiés. sur ce, on va